justement, Franck, question légitime que se pose désormais le chef d'entreprise. Je suis convaincu par l'ouverture d'un Perrot, mais j'avais souscrit antérieurement un article 83. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Bon, déjà Thierry, bravo. Parce que si votre employeur avait ouvert un 83, ça veut dire qu'il était déjà dans cet objectif de participer à la construction de votre pouvoir d'achat demain, au moment où vous en aurez le plus besoin, puisque c'est au moment où on est à la retraite qu'on va en avoir réellement le plus besoin. Donc déjà, bravo. Mais quel intérêt il aura à basculer? Déjà, bon, il y a un intérêt comptable. Je dirais c'est la cerise sur le gâteau, entre guillemets. C'est le forfait social qui baisse de 4 points. Vous avez un forfait social de 20% sur le 83. L'ex-83, là, vous avez un forfait social de 16. Donc vous gagnez 4 points. Donc 4 points rapportés à 20%, ça fait quand même 20% d'économie. Donc c'est pas neutre. Voilà. Mais toujours pareil, quel intérêt il aurait à faire ça? Parce que mon 83 ne génère que de la rente viagère, quels que soient les versements que je mets dedans. Mes versements obligatoires, des jours de congé non pris, des versements facultatifs, tout ce que je mets dans un 83 ne génère qu'une rente viagère. C'est pas péjoratif, mais c'est la réalité. En revanche, je fais les mêmes opérations avec un Perrot. Le compartiment 3 va générer de la rente viagère aussi, comme le 83. En revanche, mon compartiment 2 va générer du capital non imposable. Mon compartiment 1 va générer du capital partiellement imposable, alors que ça générait que de la rente viagère. Évidemment que j'ai tout intérêt à basculer, non pas à transférer mon 83, mais à basculer mes cotisations du 83 actuel vers le Perrot. Et surtout pas à transférer les provisions mathématiques qui souvent ont créé des rentes sur des bases techniques plus élevées. Voilà. Et chef d'entreprise qui a basculé les cotisations, quid de mes droits issus de mon ancien article 83? Encore une fois, tout va bien. Parce qu'à partir du moment où je touche à rien, rien ne se produit. Je stoppe les cotisations, je ne les transfère pas, justement, je ne transfère pas l'épargne de mon régime collectif vers le Perrot, je stoppe les cotisations uniquement. À partir de là, toutes les rentes qui ont été constituées par mon ancien régime 83 restent acquises. Et souvent, elles ont été acquises, comme on le disait, sur des bases techniques plus élevées que les bases actuelles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas transférer l'épargne, en règle générale. Il ne faut pas transférer l'épargne des ex-83 vers le Perrot. Voilà. En revanche, on a tout intérêt à basculer les primes pour que les salariés, justement, puissent bénéficier des compartiments 1 et 2, avec tous leurs avantages, qui n'existent pas, par contre, dans le 83. Voilà. Basculer les primes, oui. Basculer les provisions mathématiques, non. Voilà. Ce sont vos conseils? Oui, donc, clairement. Basculer les cotisations. Oui, sauf cas exceptionnel, parce que tout cas mérite une étude, mais voilà, la règle, c'est celle-là. Pour conclure, vous avez d'autres suggestions pour le financement du Perrot par le chef d'entreprise? Oui, parce que non seulement ce dispositif il bénéficie d'un traitement fiscal et social avantageux sur les cotisations obligatoires, et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'obligatoire, c'est une volonté de mettre en place ce dispositif. Si je le fais, je dois respecter un certain formalisme, voilà, c'est la seule contrainte. Ce formalisme me donne accès à un traitement fiscal et social avantageux. Donc les cotisations que l'employeur verse, elles sont déjà exonérées socialement, donc de charges sociales, dans certaines limites, et sont exonérées également fiscalement pour mes salariés, dans certaines limites aussi. Donc il y a un avantage fiscal et social. Mais ça va plus loin que ça, Corinne et Thierry, parce que puisque ces cotisations-là sont traitées en charges de personnel, à travers l'article 39 du Code général des impôts, elles sont traitées comme des charges de personnel, comme de la rémunération, en fait. Et donc tout ce qui est traité comme charge de personnel passe en réduction de mon résultat imposable, que mon résultat imposable soit à l'IS ou à l'IR. Si j'ai un résultat imposable à l'IS à 25%, 25% c'est un quart. Ça veut dire que sur une année, ma cotisation obligatoire, un trimestre par an, est payée par mon gain d'IS. Une année tous les 4 ans est payée par mon gain d'IS. Donc j'ai un intérêt, en plus de tous les avantages qu'on a vus, à mettre en place ce dispositif. Et pire que ça, entre guillemets, si je suis artisan, commerçant, etc., que je suis à l'IR ou profession libérale, je suis à l'IR, voilà, et je ne suis pas à l'IS. Je vais pouvoir passer mes cotisations obligatoires dans le compartiment 3 en déduction de mon revenu imposable à l'IR. Donc si j'ai une TMI, tranche marginale d'imposition, à 30, 41 ou 45%, je vais gagner 30, 41 ou 45% sur la cotisation. Donc non seulement ça me fait gagner de l'impôt, en plus ça crée de la cohésion sociale, ça fidélise mon personnel, ça joue sur le pouvoir d'achat actuel et de demain de mes salariés. Je participe avec la notion du partage de la valeur, je redistribue la richesse qu'on crée tous ensemble en fait dans mon entreprise, je redistribue cette richesse dans ce dispositif, je participe à la cohésion sociale, je participe à la construction des revenus. À partir de là,
je fidélise, j'augmente la fidélisation, et c'est pour ça que j'ai tout intérêt à le faire, parce qu'on sait que recruter, encore une fois, coûte plus cher que fidéliser. Or là, on a un outil génial pour augmenter la fidélisation.